Moi, j'ai effectivement réalisé une recherche-action qui était issue d'un groupe de travail sur le plan CRAC dans le nord-est parisien. Ce groupe de travail était coordonné par le Forum français pour la sécurité urbaine. Et, et ce groupe de travail associait la mission de prévention des toxicomanies, la DASES de la mairie de Paris, la mission de prévention des conduites à risque du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, la préfecture de Paris, la DDAS 93, la mairie de Saint-Ouen, ainsi que des professionnels travaillant dans les 18e et 19e arrondissements de Paris et les communes du 93, Saint-Ouen et certaines limitrophes de Paris. Donc moi, en fait, c'est une recherche-action qui concerne les 130 000 individus qui sont tout en bas de l'échelle du trafic, même si l'un d'entre eux a pu monter les échelons dans le trafic. Donc j'ai rencontré effectivement un adulte âgé de 37 ans qui avait vendu du cannabis dans sa jeunesse et qui était monté assez haut selon lui dans l'échelle de l'économie de la rue. Et puis j'ai rencontré d'autres jeunes le plus jeune avait 15 ans, entre 15 ans et 25 ans, qui avaient différentes fonctions dans l'économie de la rue. Certains étaient liés au commerce de cannabis, hein, donc c'est la majeure partie des jeunes que j'ai rencontrés, mais d'autres non. J'ai rencontré un braqueur, le braqueur d'une banque, c'est un jeune âgé de 21 ans, et puis un autre qui faisait du vol à la tire sur un marché, donc il volait des casquettes de marque. Voilà. Un autre dit avoir été une banque. Enfin, il peut continuer à l'heure actuelle cette activité. Donc, banque, c'est garder de l'argent. Cette recherche avait pour finalité de renseigner quels étaient les processus d'entrée dans l'économie de la rue, les représentations des jeunes sur cette activité, et puis quel processus de sortie. Il y avait un volet aussi de travail sur les professionnels que je ne vais pas présenter ici. Je me suis concentrée sur les jeunes. Donc la plupart des jeunes que j'ai rencontrés étaient d'origine étrangère, mais ils sont nés pour la plupart en France. Questionnés sur leur choix d'entrer dans l'économie souterraine, les jeunes et les adultes utilisent un vocabulaire qui vient du besoin vital. C'est ainsi qu'ils justifient l'économie de la rue. Ils disent que c'est une économie de débrouille, de survie, ou c'est pour manger. L'un des jeunes me dit évidemment, si on le fait, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est comme si tu es dos au mur et on te demande d'avancer, tu ne peux pas. Tu es obligé de faire face à certaines choses et il y a des choses que tu es obligé de faire. C'est comme ça, tu es obligé d'aller à l'école, comme tu es obligé de boire et de manger. Eh bien voilà, tu es obligé d'avoir de l'argent. Tout le monde le sait. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et la plupart des jeunes exprimaient ainsi le fait d'entrer dans l'économie de la rue pour répondre à un besoin primaire. Et ils évoquaient aussi le fait de ne pas avoir de choix. Et il faut savoir que l'économie de la rue, c'est tout d'abord, on commence par rendre service à son voisin. On lui rend service parce qu'on a été avec lui à l'école, parce qu'on voit que, par exemple, il se fait arrêter par la police et du coup, on est plus jeune et donc on va garder l'argent ou la drogue parce qu'on est une fille ou alors qu'on est plus jeune, donc les policiers ne vont pas vous contrôler. Et que ça commence comme ça, on rend service, on va chercher un shish kebab, on garde la monnaie. Et dans des quartiers populaires où il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison,
quand votre mère ne vous donne que des pièces rouges, tout à coup vous vous retrouvez avec des billets, vous pouvez manger des shish kebabs gratuitement, donc c'est vraiment un attrait. Sur tous les jeunes que j'ai rencontrés, les facteurs d'entrée de l'économie de la rue sont essentiellement, et ce sont des facteurs qui sont renforcés par l'échec scolaire. Ça peut être l'exclusion d'un établissement, et qui peut s'accompagner d'une longue période d'un moment sans établissement, d'une attente en fait, de difficultés familiales, avec parfois l'injonction de trouver de l'argent, qui peut peser sur les épaules d'adolescents. Il se trouve que les jeunes avec qui j'ai fait les entretiens de vie et qui étaient engagés dans l'économie de la rue étaient tous aînés de leur famille. Et s'ils n'étaient pas des aînés, ils avaient ce rôle, parce que les aînés étaient partis et sur leurs épaules reposait la responsabilité de trouver de l'argent ou alors les soucis de leurs parents. Ce sont des jeunes aussi qui se plaignent d'avoir été abandonnés par les adultes, aussi bien par les parents que par l'école, donc qui ont dû s'élever seuls. Pour réaliser l'économie de la rue, il faut évidemment des possibilités concrètes de pratiquer l'économie de la rue, c'est-à-dire de vivre à côté d'un réseau, ou qu'il y ait du trafic en bas de la cité, ou alors d'avoir un charisme personnel ou d'avoir une certaine position dans un groupe. Les dynamiques de groupe aussi sont des facteurs d'entrée dans l'économie de la rue, le sentiment d'appartenance, la pression du groupe, et puis aussi et beaucoup l'absence de perspective liée à la situation, sociale. Donc, je l'ai dit, donc un jeu subtil de services à rendre, dans lequel on est maintenu par des dettes réelles ou symboliques. Aussi la rencontre avec une clientèle ou alors avec d'autres jeunes ou d'autres personnes qui vont vous enraciner dans le trafic. Et puis, pour ceux qui restent et qui échappent à la police ou à la justice, il faut beaucoup d'ingéniosité. Voilà. Et puis les gains que vous pouvez gagner peuvent vous inscrire durablement dans l'économie de la rue. Donc l'économie de la rue apporte donc des satisfactions matérielles et symboliques immédiates à des jeunes qui cumulent des échecs. Ça peut procurer aussi des émotions fortes. Et on a vu avec des professionnels que parfois l'alternative, ça va être de leur proposer des jeux, du sport dans lesquels l'adrénaline est au rendez-vous. Il y a aussi très fortement la reconnaissance dans un groupe qui permet d'acquérir des savoirs pratiques. Par exemple, savoir entretenir des relations sociales et commerciales, gérer aussi la peur qu'on provoque, gérer sa propre peur et aussi maintenir toujours un peu la peur et la crainte des autres pour se maintenir dans un quartier. D'une part parce qu'ils rapportent effectivement rarement sur la durée de gros profits, et d'autre part parce que aussi d'autres personnes vont bénéficier des gains. Quand vous tenez un trafic dans une cité, vous devez remercier un certain nombre de personnes qui vous rendent service, qui font le guet, qui gardent l'argent, qui gardent la drogue, et aussi même vous devez aussi parfois céder vos clients pour garder le trafic. Donc tout ça fait que vous avez beaucoup d'argent qui sortent et que vous avez beaucoup de gens à salarier. Et aussi que quand vous gagnez, vous devez aussi donner de l'argent à votre famille, à vos proches, aux complices. Et vous avez, dès que vous êtes arrêté ou si l'un de vos collègues est arrêté, vous avez des frais d'avocat, des frais de justice. Vous avez des frais aussi quand vos copains sont en prison
pour leur donner de quoi vivre un peu mieux en prison. Et donc, si certains jeunes affirment ne plus craindre ni la police ni la prison, pratiquer une activité illégale génère tout de même une grande angoisse en lien avec dans un climat général de rivalité et d'insécurité. Un jeune me disait qu'il était vraiment en plein dans l'économie de la rue. Donc il m'a dit, je le cite, « Tu vois, le soir, quand on dort, on se dit « Mais est-ce que je vais atteindre mes 30 ans déjà ? Est-ce que je ne vais pas être victime de quelque chose gratuit comme ça ? Est-ce que demain, quand je vais sortir, ma mère ne va pas être victime d'une balle perdue ?» Il y a un autre jeune qui a arrêté l'économie de la rue parce que, en fait, il me disait qu'il est allé très haut dans le trafic et que lui, en fait, il a eu la possibilité de continuer ses études. Donc à un moment, il s'est rendu compte, il était très malin, il aurait pu aller plus loin parce qu'il changeait tout le temps de téléphone, de trajectoire. Et dès qu'il voyait qu'il était poursuivi par la brigade des stupes, il arrêtait tout et il reprenait ses études. Et donc, ce jeune a arrêté à temps, en fait, avant de se faire attraper et avant d'entrer dans la grande criminalité. Et lui, en fait, aujourd'hui, il est informaticien et il est responsable d'une association de quartier. Il fait tout un travail de prévention auprès des autres jeunes. Mais il dit qu'il a commencé à 15 ans et il dit que c'était une période un peu folle où il était entraîné par le gain de l'argent, entraîné par le fait de ne pas se rendre compte aussi de ce qu'il faisait. Il disait qu'il allait en cours avec des Weston, c'est une marque de chaussures qui vaut très cher. Un jeune de quartier populaire ne peut pas s'acheter ça. Et que son prof de maths en était étonné. Et qu'il disait, moi je sortais de l'école avec mes Weston, on allait en boîte à Montparnasse, on était parfumé. À 15 ans, on voulait une fille, une voiture. Et voilà. Moi, il a arrêté. Aussi parce que sa famille était aussi structurante et son père se posait des questions sur ses activités et qu'à un moment il a senti qu'il mettait en danger sa famille. Et donc ce jeune me dit je n'étais pas conscient que je pouvais leur montrer un mauvais exemple aux autres jeunes, puisque ça se passait toujours bien, dans le sens où voilà, c'était normal, une vie normale dans le business, jusqu'à ce que ça en devienne normal. C'est là que je me suis dit, comment ça se fait cette vie-là où tu es en stress, tu ne sais pas si tu vas te faire débarquer chez toi, il faut trouver des planques sans cesse, changer ton fonctionnement, changer de trajectoire. Il y a 100 000 trucs à penser. Le téléphone, je t'en parle même pas. Enfin, il disait qu'il changeait tout le temps de numéro de téléphone. Donc, l'argent, valeur ultime dans un environnement social perçu comme injuste et dépourvu de perspective. Donc ces jeunes et adultes engagés dans l'économie de la rue fustigent la société française comme un système fondé sur l'injustice sociale, la relégation et la discrimination. Ils décrivent un cumul de discrimination du fait d'être issus de l'immigration, d'habiter dans un quartier populaire. Ils ont le sentiment d'y avoir été parqués par l'État, de ne vivre leur scolarité qu'à travers l'échec et l'exclusion. Cette critique sociale et politique justifie et légitime à leurs yeux l'économie de la rue. Leur discours s'oriente parfois vers un choix de vie assumé pour ne pas se faire avoir par le système qui maintient les pauvres dans leurs conditions. La plupart partagent le sentiment de ne pas être accompagnés vers l'âge adulte et souffrent d'un déficit de confiance dans l'avenir. Ils considèrent que leurs chances de s'enrichir, d'exercer un métier valorisant, d'accéder à la propriété, de fonder une famille ou même de survivre sont très minces. Les conditions de vie et de travail ouvrier de leurs parents sont pour eux synonymes de résignation et d'humiliation. Dans cette vision des choses, l'argent est perçu comme la seule valeur reconnue par notre société et l'unique moyen pour effacer les inégalités. Ils ne pensent pas y avoir accès par l'école ou le travail, accusés de procurer des salaires trop bas ou alors d'être inaccessibles. Un jeune qui m'a dit « Mais nous, on ne se projette pas dans l'avenir, on n'a pas de perspective d'avenir. Tu veux qu'on se projette comment ? On se projette nulle part. Quel avenir on a ? On n'a pas eu d'enfance. Comment veux-tu qu'on pense avoir
à avoir une vie d'adulte. On n'a pas aidé, nous. On est né, nous, on est né avec rien. Nous, on est né et à notre naissance, on nous a dit, eh bien, débrouille-toi, voilà. Tu vas manger et boire jusqu'à temps et à partir de là, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Les jeunes critiquent aussi les institutions et l'État aussi est désigné comme le principal responsable de leurs difficultés en raison de la mauvaise gestion de l'argent public, la pénalisation des plus pauvres, la construction des cités ghettos. Tous dénoncent une organisation voulue de leur relégation sociale. En outre, l'État profiterait de l'argent du trafic de drogue pour enflouer ses caisses et empêcher les gens de se rebeller, selon eux. La justice est aussi associée aux idées de corruption, de justice à deux vitesses, d'injustice sociale, de raison des plus puissants. La prison n'est pas perçue comme dissuasive au regard de la souffrance causée par la pauvreté. Les rapports difficiles avec les forces de l'ordre, multiples contrôles d'identité, présence excessive des agents, abus d'autorité, ne sont pas considérés comme un problème en soi, mais comme une donnée parmi d'autres de leurs mauvaises conditions de vie. Logement inconfortable, peu de travail, absence de perspective. Le système scolaire est ressenti, quant à lui, comme un instrument de leur disqualification sociale. S'ils sont allés jusqu'au baccalauréat, ils ont subi de mauvaises orientations, souvent du fait de leur comportement, vers des filières qu'ils n'ont pas choisies. Au final, ils ne trouvent pas d'emploi du fait de cette formation subie, de leur peu de motivation et de leur inadéquation au marché du travail. Il y a aussi... c'est à la fois des arguments d'auto-justification et en même temps c'est comment dire, le peu de perspective. Ça donne un état des lieux en fait de comment ils considèrent le monde et du peu de perspective et du peu de confiance dans l'avenir que ces jeunes ont. Je vais juste finir sur une citation d'un jeune qui m'a dit « On vit dans un monde difficile et moi je dis que tout est calculé. Il y a précalculé et précalculé. Le fait d'avoir mis la drogue dans les quartiers, c'est fait exprès. C'est comme les prisons. S'il n'y a pas de délinquants, il n'y a pas de prison. On pousse les gens à faire des conneries pour pouvoir faire un quota, pour amasser plus. Pour moi, l'argent de l'État, l'argent du contribuable, c'est aussi l'argent de tout délit, du business. Donc, il n'y a pas de blanchiment. Et l'argent du contribuable, plus les impôts, plus les cigarettes, les délits, les saisies, et tout ça, ça revient dans les caisses de l'État. L'État, c'est la première mafia. Je finirai là-dessus. Merci beaucoup.